Abidjan abrite depuis ce matin la conférence internationale sur le thon en Afrique. C'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a procédé à l'ouverture officielle de la rencontre qui se tient sur 2 jours. La journée mondiale du cœur sera célébrée le lundi 29 septembre prochain, mais la Côte d'Ivoire anticipe l'événement. La coordination du programme national de prévention des maladies non transmissibles a organisé ce jeudi une journée de dépistage des maladies du cœur. Dans l'actualité ce jeudi, la séance de travail entre la Commission électorale indépendante et l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. L'ONUCI a réaffirmé son appui à la Commission électorale indépendante dans le cadre de ses missions. Les condamnations sont unanimes dans le monde après l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel par des terroristes en Algérie. Comment lutter contre le terrorisme? Hier, le Conseil de sécurité a adopté une résolution contraignante pour endiguer le flot de djihadistes étrangers. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Comme tous les jeudis, nous aurons le dossier de la rédaction. Aujourd'hui, nous ferons une incursion au Black Market ou marché noir d'Agamé. Ce marché, désormais appelé shopping à Brogua, est de moins en moins fréquenté par les populations. Quelles sont les raisons? Black Market ou shopping à Brogua, qui sont les vendeurs? Quelles sont les activités concrètes qui sont menées dans ce marché? Y a-t-il la sécurité au Black Market d'Agamé? Réponse tout à l'heure dans le dossier du jeudi. Mais avant, direction les États-Unis d'Amérique où le président Alassane Ouattara participe à la 69e Assemblée générale de l'ONU. Sachez que demain, à la tribune des Nations Unies, le président ivoirien prononcera une allocution. Un programme transformateur des développements pour l'après 2015, c'est le thème de cette Assemblée générale de l'ONU qui se tient depuis mardi. Loin de New York, ici à Abidjan, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec le secrétaire général du Conseil de l'Entente. Patrice Kwame était porteur d'un message du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. Cette école de formation des diplomates internationaux a un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Ce centre, par l'intermédiaire de son antenne de Dakar, organise un séminaire de lancement pour préparer l'implantation d'une délégation du CEDS à Abidjan. Les échanges avaient donc pour objectif de proposer au Premier ministre ivoirien le parrainage de cette cérémonie dont la date est prévue pour fin octobre. Et nous l'annoncions dans les titres, il se tient depuis ce matin la conférence internationale sur le thon en Afrique. C'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a procédé à l'ouverture officielle de la rencontre. Les participants venus d'Afrique et d'autres continents échangeront pendant 2 jours sur les questions liées à la transformation, à la pêche et au commerce du thon. On en sait plus avec Hugues Vibli. La première conférence internationale et exposition sur le thon en Afrique s'est ouverte officiellement en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan avec à ses côtés le ministre des Pêches et de l'Aquaculture du Ghana, Annie Thierry. Atuna est un moment d'échange sur différentes questions liées à la filière thonière. Les opérateurs, les armateurs, les conserveurs, les distributeurs, et donc il y a besoin de se voir, et aujourd'hui, ces conférences thonières se font surtout en Asie. Il manquait véritablement des conférences en Afrique. La pertinence des thèmes qui seront abordés, entre autres l'état des stocks, la pêche et l'industrie thonière, le marché thonier, ainsi que les débats qui en découleront, contribueront sans nul doute à l'amélioration des performances des experts ici réunis. Nous espérons que les résultats de la conférence seront bien sûr capitalisés. Et comme l'Afrique vient d'avoir son propre événement thonier, je souhaite vivement que cela devienne une institution qu'Abidjan accueillera chaque fois qu'elle sera organisée. Plus de 270 000 tonnes de thon transitent chaque année par le port de pêche d'Abidjan, principal port de débarquement, de transbordement et d'avitaillement de l'activité thonière en Afrique de l'Ouest. Annuellement, les conserveries de Côte d'Ivoire exportent 50 000 tonnes de thon transformé. Souligné par le Premier ministre, l'objectif du gouvernement est de consolider les acquis de la filière thonière en Côte d'Ivoire. Pour le pays et pour plusieurs autres, la conférence d'Abidjan est donc d'un grand intérêt. Nos industries thonières connaissent des progrès indéniables, mais il existe encore de nombreuses contraintes à lever pour atteindre un plus grand niveau de performance. Il s'agira notamment d'échanger sur des thématiques majeures relatives au développement de la pêche et l'industrie du thon, à la situation aux tendances des captures, à la transformation et à la commercialisation des produits de pêche
aux questions liées aux nouvelles technologies, aspects écologiques et, ne l'oublions pas, environnemental. La première conférence internationale et exposition sur le thon en Afrique s'achève ce vendredi après 2 jours de travaux. Sont réunis à Abidjan des experts et autres acteurs du secteur du thon d'une dizaine de pays. La Côte d'Ivoire participe au Top Reza, salon professionnel du tourisme de Paris. Et nous aurons en ligne dans quelques instants le ministre ivoirien du tourisme, Roger Kakou, pour nous parler justement des retombées de la participation de notre pays à ce salon. Mais avant, voyons la rencontre du CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire avec des opérateurs économiques français. Le CPC fait partie de la délégation ivoirienne à ce salon. Patricia Omouetia, notre envoyée spéciale à Paris. La 36e édition du Salon professionnel du tourisme et des voyages de Paris est une occasion pour le directeur général du CPC de présenter la Côte d'Ivoire, ses potentialités et ses opportunités d'affaires. À la presse et aux investisseurs français, Essis Esmaël Emmanuel a souligné l'environnement des affaires attractif et compétitif en Côte d'Ivoire, avec notamment un volume d'investissement en nette progression en 2013 de 506 milliards de francs CFA par rapport à 2013, estimé à 219 milliards de francs CFA. Pour le ministre du Tourisme, le CPC constitue l'instrument privilégié pour la promotion du produit Côte d'Ivoire. L'édition 2014 du Top Parisa enregistre la participation de plusieurs acteurs mondiaux du secteur du tourisme. La délégation ivoirienne justement est conduite par le ministre du Tourisme Roger Kakou et il est en ligne à présent pour nous expliquer les retombées de ce salon pour la Côte d'Ivoire. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir Marie-Laure Douan, merci de m'avoir sur votre plateau. Alors dites-nous comment... Et bonsoir à tous nos compatriotes. Nous avons bien reçu vos salutations monsieur le ministre. Alors dites-nous à présent comment la Côte d'Ivoire participe à ce salon. Y a-t-il des stands? Oui, d'abord, je dois dire que c'est le plus important salon du tourisme et des voyages de France, qui en est à sa 36e édition cette année, le Top Reza 2014. La Côte d'Ivoire a une forte présence cette année, puisqu'on a un stand de 54 mètres carrés. On a la participation d'une vingtaine de professionnels du secteur du tourisme de Côte d'Ivoire. Et également, vous l'avez signalé, la participation du CPC, on a Air Côte d'Ivoire qui est avec nous, on a Corsair, on a le port autonome d'Abidjan. Une très belle participation cette année, on en est très content. Alors aujourd'hui, vous avez eu une rencontre avec vos homologues africains du Bénin, du Sénégal et du Congo-Brazzaville. Dites-nous, de quoi avez-vous parlé? Oui, le Top Reza, donc ce salon est une plateforme exceptionnelle d'échange avec les professionnels du secteur du tourisme d'une part, avec des investisseurs potentiels d'autre part, et puis avec les médias, puisque on veut promouvoir la destination Côte d'Ivoire. On a profité de ce salon pour qu'en marge, l'on puisse inviter nos collègues des pays africains. Réunion que l'on a eue ce matin, au cours de laquelle on a pu échanger et discuter des problématiques liées au secteur du tourisme dans la région Afrique et plus particulièrement dans la sous-région. Des problématiques qui ont trait au problème de facilitation d'obtention de visas en termes de connectivité aérienne. Et également, ce qui est très important, trouver des mécanismes de riposte aux situations ponctuelles telles que celle du virus Ebola qui touche certains de nos pays frères actuellement et où il faudrait que l'on ait une communication plus forte de la part des Africains qui vivent ce drame et des Africains qui sont solidaires de leurs frères et ne pas laisser les médias occidentaux faire de la communication à ce sujet. Et c'était une réunion qui était très intéressante. On a décidé d'avoir un cadre de concertation permanent pour pouvoir traiter de ce sujet. Et la première réunion aura lieu à Abidjan en tout début 2015.
Alors, vous l'aviez souligné, il y a une bonne participation des opérateurs économiques ivoiriens à ce salon. On peut imaginer déjà les retombées pour notre pays après ce salon? Oui, parce que vous savez, pour faire une politique dynamique du tourisme, il faut la participation des opérateurs étrangers, des pays émetteurs de touristes. La France étant l'un de nos principaux clients en termes de pays émetteurs, et c'était important que les opérateurs privés ivoiriens puissent venir se mettre en contact avec le monde du tourisme français et qui puissent également se mettre à développer des circuits, des packages, pour qu'ils puissent offrir un produit bien spécifique et attractif sur le marché français. Donc, je dois dire que ce salon est un gros succès pour nous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et puis je salue tous nos compatriotes et j'aurai grand plaisir à rentrer très prochainement dans ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire vous attend, Monsieur le ministre. Merci à vous. C'est gentil, merci. Et nous prenons la direction à présent des États-Unis d'Amérique où le président Alassane Ouattara participe à la 69e Assemblée générale de l'ONU. Ce jeudi, il s'est tenu une réunion de haut niveau sur le virus Ebola. Le secrétaire général de l'ONU a appelé les États à faire bloc pour lutter contre la maladie. Le président Alassane Ouattara s'est félicité de la tenue de cette réunion qui marque un tournant dans la lutte contre l'épidémie qui a tué à ce jour plus de 2500 personnes. La Côte d'Ivoire apporte sa contribution au fonds de soutien de la CEDEAO pour lutter contre la maladie. 500 millions de francs CFA. C'est la contribution financière de la Côte d'Ivoire qui a mis en œuvre l'ensemble des recommandations et adopté des mesures préventives d'urgence contre le virus. La journée mondiale du cœur sera célébrée le lundi 29 septembre prochain, mais la Côte d'Ivoire anticipe l'événement. La célébration a débuté aujourd'hui. La direction de la coordination du programme national de prévention des maladies non transmissibles a organisé ce jeudi une journée de dépistage des maladies du cœur, nous explique Serge Gongomé. Ne pas manger des aliments gras, éviter une grande consommation du sucre et manger assez de fruits. Ce sont les conseils prodigués aux étudiants au cours de cette séance de sensibilisation et de dépistage sur les maladies du cœur à l'université Félix Houphouët-Boigny. La rencontre est organisée à la faveur de la Journée mondiale du cœur par la direction de coordination du programme des maladies non transmissibles, une structure du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Dans le monde, 17 millions de personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires. Et dans notre pays, 31% des personnes meurent de maladies chroniques, avec à leur tête les maladies cardiovasculaires responsables de 11% des décès chaque année. C'est la première cause de mortalité dans notre pays. Et la probabilité de mourir de manière précoce, entre 30 et 110 ans, d'une maladie cardiovasculaire est de 23%. C'est énorme. En ce qui concerne le dépistage, les étudiants sont passés par les étapes suivantes: prise de tension et de poids, mesure de la taille, prélèvement de sang et d'urine. On plonge la bandelette dans l'urine. Nous sommes à la recherche d'une protéine qui ne doit pas se retrouver dans les urines. Quand on retrouve, c'est l'albumine, cette protéine-là. Quand on la retrouve dans les urines, c'est que le rein a un problème parce que le rein ne laisse pas filtrer cette protéine-là. Trop d'albumine peut provoquer un étouffement du cœur. Les étudiants, quant à eux, soutiennent avoir pris bonne note pour éviter les maladies du cœur. Vu ce qu'il vient de me dire, j'essaierai de faire un peu plus de sport et diminuer ma consommation de graisse et d'aliments sucrés. Les personnes de moins de 50 ans sont les plus touchées par les maladies cardiovasculaires. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le taux de prévalence chez les jeunes de 25 ans et plus est évalué à 34,4% en 2008, dernière date d'évaluation en Côte d'Ivoire. Il y a maintenant 2 ans, le 24 septembre 2012, la première greffe rénale avait été réalisée ici à Abidjan, une première en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone. Hier, ces médecins, au nombre de 8, ont été distingués par l'État ivoirien. Les 8 membres de l'équipe d'intervention de la première transplantation rénale en Côte d'Ivoire ont été décorés. Ils ont réalisé la première greffe de rein en septembre 2012. C'est une équipe composée de Belges, de Tunisiens et d'Ivoiriens.
Ce mercredi 24 septembre 2014, les membres de l'équipe ont reçu la reconnaissance de la nation ivoirienne par la grande chancelière. Pour de nombreuses familles, l'équipe du projet pilote de greffe du rein en Côte d'Ivoire a porté et porte cette note d'espoir. La Côte d'Ivoire reconnaissante vous dit merci. Merci d'avoir donné le goût de la vie à des dizaines de patients. Merci de continuer à travailler pour trouver des voies et moyens pour rendre l'assistance aux malades du rein plus efficace et plus accessible. Les médecins ont saisi l'occasion pour exprimer des doléances afin d'aboutir à un meilleur suivi des malades de l'insuffisance rénale. Nous avons besoin de 3 choses pour que nos activités continuent à aller de l'avant. D'abord, d'une nouvelle loi pour nous permettre d'entrevoir avec efficacité les greffes à partir de sujets en état de mort encéphalique. Ensuite, des locaux propres à nous, puisque jusqu'à présent, nous effectuons les greffes à l'institut de cardiologie. Et enfin, un laboratoire d'histocompatibilité. Henriette Dagri Diabaté a rassuré l'équipe de la volonté du chef de l'État de mettre la législation ivoirienne à la hauteur des exigences scientifiques et éthiques pour leur permettre de redonner la santé aux patients. La pratique de la greffe sur les malades de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire fait suite au décret signé par le président de la République en janvier 2012. Le décret stipule la possibilité de pratiquer des greffes d'organes en Côte d'Ivoire. Le pays est le seul en Afrique francophone à réaliser la greffe de rein. On en arrive au dossier de la rédaction. Aujourd'hui, nous faisons une incursion au Black Market, au marché noir d'Agamé. Ce marché, désormais appelé shopping à Brogua, est de moins en moins fréquenté par les populations. Mais quelles sont les raisons? Black Market ou shopping à Brogua, qui sont les vendeurs? Quelles activités concrètes mènent-ils dans ce marché? Y a-t-il la sécurité au Black Market d'Agamé? Réponse dans ce dossier du jeudi signé Kone Pagasoro, Franck Quadio. Elle est les clients à coups de négociations interminables pour écouler les portables de seconde main. Hervé, ce jeune revendeur de portables, en a fait son quotidien. Il fait partie de ces nombreux revendeurs appelés gaiseurs de portables ou blackistes au Black Market, le marché noir, vaste lieu de commerce d'appareils électroniques et de petits trafics dans la commune d'Adjamé. Nous sommes des marcheurs. Au fait, souvent aussi, nous faisons les affaires pour les magasiniers. Parce que quoi, d'autres personnes aussi, on peut vraiment devenir à Adjamé. Or que quand une personne vient pour ses achats et que moi aussi, la personne, je vais envers lui, je lui demande ce que la personne veut. Et c'est par mon apparence, et c'est par mon savoir parler. La personne dit, ah vraiment, ce jeune homme-là, on dirait que c'est pas un bandit, mais il est là pour chercher son pain quotidien. Il travaille vraiment avec les magasiniers. Des démarcheurs aux attitudes pas souvent catholiques. Premier grief, leur technique d'approche, harcèlement, manque de courtoisie, quelques écarts dont ils sont souvent coutumiers au dire des usagers de cet espace. Quand tu as ton sac au dos, souvent c'est ouvert, tu ne sais pas qui a ouvert le sac. Quand tu te retournes, tu ne vois personne. Tu sens qu'il y a des gens qui te suivent. Quand tu t'arrêtes, la personne s'arrête. En tout cas, le marché d'Adjamé fait peur. Les agresseurs, les voleurs, tout ça, c'est trouve que tout ce que les gars volent, tout ça, c'est là-bas, ils s'en vont écouler aussi. Et ceux qui payent, qui réachètent, ce sont des receleurs, c'est puni par la loi. C'est mieux quand tu vas au black, c'est mieux de rentrer dans un magasin, faire ton achat et puis tu donnes une facture. C'est bien. Des reproches qui, au fil des années, sont restés comme une étiquette collée à la corporation. Kadi Kalo est la présidente des commerçants du Black Market, devenue, depuis quelques années, shopping à Bongwa et aux Air Center. Elle dit être consciente de la réputation sulfureuse de l'endroit. Un jour, un jeune qui a payé ce que vous voyez là, à la place d'un portable, parce que le jeune en question a présenté le portable. Même chose comme ça à l'enfant. Et l'enfant, une fois donné l'argent, le temps de faire les monnaies, les échanges, il ferme le sable. Ça, c'est le sable qui est dedans. Il ferme carrément et c'est le sable qui rend à l'enfant ce jour-là. Il fallait voir. Et ça, c'est à tout moment. Mais depuis 1990, les acteurs de cette place forte de la micro-entreprise ont décidé de redorer leur blason. Le problème, c'est que l'indiscipline ici a la peau dure. À preuve, le seul parking réservé pour les véhicules des commerçants et des clients est occupé par les revendeurs. Nous, notre problème aujourd'hui, c'est les enfants. L'entourage
le parking, les voies qui sont vraiment occupées par les enfants. La voie principale n'est pas mieux lotie. Elle sert de gare aux minicars appelés Baka. Pour les chauffeurs de ces minicars, ce site serait l'endroit idéal pour avoir les clients à défaut d'une gare sécurisée. C'est ici les passagers, c'est eux qu'on est. Voilà, il n'y a pas de coin pour garer. Si on avait une gare, on avait une gare là-bas pour charger. La nuit, je vais 19h comme ça. Quelqu'un qui va quitter là-bas seul pour rentrer au milieu de la gare. J'ai pris la sécurité, il y a problème de gare. Jeunes démarcheurs un peu trop voyants, mauvais stationnement des véhicules, concurrence déloyale, la situation actuelle du black market n'a au final guère évolué. La principale préoccupation, la sécurité. Pour les commerçants, ce volet dépasse leurs compétences. Il serait du ressort des autorités. Et le black market, il fonctionne. Et comme je l'ai dit, il y a des petits voyous, c'est vrai. Mais si le black market ne fonctionnait pas, il serait fermé. Donc, il y a forcément des gens qui se font avoir. Tout n'est pas parfait, mais on est à pied d'œuvre pour trouver une solution à court, moyen et long terme. Des mesures des autorités communales d'Adjamé soutenues par la Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État SOGEPIE, copropriétaire du site. Il y a une partie que nous sommes en train donc j'allais dire réhabiliter pour faire un véritable parking. Dans quelques mois seulement, on aura un très bon black où on peut garer tranquillement. On est en train vraiment de prendre la disposition pour ça. Des lendemains meilleurs inscrits en perspective, peut-être. C'est en tout cas l'espoir collectif. Le black market, hormis ses vendeurs ambulants, ce sont environ 4000 box et 400 magasins occupés par les commerçants. Un marché qui, selon la SOGEPIE, rapporte plus de 250 millions de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire, de son importance dans le tissu économique et social du pays. Voilà, c'était le dossier du jeudi réalisé par le service Société de la rédaction. Je vous propose à présent de nous rendre au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI à Cocody pour écouter le porte-parole du bureau exécutif du PDCI RDA. Adjoumani a fait une déclaration. Mais avant, voyons cette rencontre qui a eu lieu à la Commission électorale indépendante, rencontre entre la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et la Commission électorale indépendante. L'opération des Nations Unies apporte son soutien à la Commission électorale indépendante dans le cadre de ses missions. À présent, rendons-nous maintenant au siège du PDCI RDA à Cocody pour écouter le porte-parole du bureau exécutif du PDCI RDA, le porte-parole Kwasi Adjoumani, qui a fait une déclaration relative à l'incident qui a eu lieu hier au siège du PDCI RDA. Les jeunes ont poussé le comble jusqu'à vouloir interdire l'accès du siège aux dirigeants du parti qui ne penseraient pas comme eux en y convoyant d'autres jeunes dès la matinée du mardi 23 septembre 2014, jour des réunions du secrétariat exécutif. Face à ces manifestants constitués d'une trentaine de personnes, s'est interposée une centaine de jeunes favorables à l'appel de Daoukro afin de garantir le libre accès au siège du parti. En raison du risque d'affrontement qui se profilait à l'horizon et vu l'encombrement de la voie publique, les forces de l'ordre accourues ont dispersé les manifestants sans violence ni usage de grenades lacrymogènes, ne faisant aucun blessé. La direction du parti veut donc porter à la connaissance des militants, militantes, sympathisants, sympathisantes du PDCI-RDA et de l'opinion nationale et internationale qu'aucune voix de fait n'a été exercée sur les manifestants, comme le rapportent les organes de presse, dont certains n'ont pas hésité à utiliser des images d'archives. La direction du parti demande aux militants et militantes de ne pas se laisser abuser par les campagnes d'intoxication, les invite à rester sourds aux rumeurs et aux manipulations et les exhorte à la vigilance et à la sérénité.
Le premier congrès de la chaire UNESCO vient de se tenir à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'événement commémore les 25 ans de la culture de la paix menée par l'UNESCO. 2 jours de réflexion et d'échange sur les 25 ans de la culture de la paix et les participants au jubilé d'argent de cette notion venus de cette zone de l'Afrique peuvent noter des avancées, notamment en Côte d'Ivoire. Cette rencontre devait vraiment permettre d'être plus vigilant, toujours vigilant dans tout ce que nous faisons comme action au niveau politique, économique, social et même religieux. Nous avons fait des recherches sur la culture de la paix et nous avons mis un accent particulier sur l'éducation à la culture de la paix. Toutefois, les participants sont unanimes. Les guerres, crises, conflits et menaces terroristes imposent le renforcement du combat pour la paix. Ils proposent dans une déclaration dite Yamoussoukro plus 25 plusieurs actions à la fois aux citoyens, ONG et États, dont l'intégration de la culture de la paix dans les systèmes d'éducation et de formation. Le signal est donné par la mise en place d'un réseau de fondations, centres et instituts de recherche et de promotion pour la paix. Les grandes idées ont été dégagées. Il y a des programmes de recherche qui seront faits sur la paix. Il y a des actions, des activités qui seront menées dans le domaine économique pour l'entrepreneuriat des jeunes, dans le domaine de l'art, pour que l'art puisse servir la paix, dans le domaine du sport, etc. Et nous allons mettre tout cela dans un plan d'action sur 2 ans pour avoir des résultats dans le court terme. Si la Côte d'Ivoire accueille le siège et le secrétariat permanent de ce réseau, l'Angola en assure la présidence. C'est une initiative de l'Union africaine appuyée par l'UNESCO dont l'avènement ne peut laisser rêver les assoiffés de paix quant à la fin des violences en Afrique et dans le monde. Parmi eux, le ministre Niamien Kounan, représentant sa collègue de l'Éducation nationale, Kandia Kamara. Voilà, c'était le reportage de Léon Proust, le renforcement des capacités des rédacteurs en chef, sinon sur le réseau mis en place pour renforcer le combat africain. Les drapeaux seront en berne pendant 3 jours en France, de vendredi à dimanche, en hommage à Hervé Gourdel, assassiné par les soldats du califat qui ont fait allégeance à l'État islamique. Ce matin, Paris a mené de nouvelles frappes en Irak. Et pour lutter contre le terrorisme sur son sol, la France a décidé de renforcer les mesures de sécurité dans les lieux publics et les transports. Les condamnations sont unanimes dans le monde après l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel par des terroristes en Algérie. Comment lutter contre le terrorisme? Hier, le Conseil de sécurité a adopté une résolution contraignante pour endiguer le flot de djihadistes étrangers en Syrie et en Irak. À l'unanimité. La résolution a été votée à l'unanimité des 28 pays représentés dans ce Conseil de sécurité extraordinaire. Fait rare qui démontre la volonté d'endiguer le flot de djihadistes étrangers qui partent combattre en Syrie et en Irak, qui partent et qui parfois menacent de revenir commettre des attentats dans leur pays d'origine. La résolution donne de nouvelles obligations aux nations. Ces nations doivent en particulier prévenir et empêcher tout recrutement, organisation, transport et équipement des combattants terroristes étrangers, ainsi que le financement de leurs voyages ou de leurs activités. Des sanctions seront appliquées en cas de non-respect de cette résolution de l'ONU. Plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne et la France, ont déjà pris des mesures. La France, dont un citoyen vient d'être assassiné par les djihadistes de l'État islamique. 15 000 combattants étrangers de 80 pays différents ont déjà rejoint des organisations extrémistes en Irak et en Syrie. Parmi eux, près d'1 millier de Français. Cette stratégie que nous avons définie est une stratégie mondiale pour lutter contre le terrorisme, en appréhendant pas simplement le phénomène des combattants étrangers, mais de toutes les filières qui amènent des jeunes ou des moins jeunes, mais souvent des très jeunes, à aller là où ils n'ont aucun intérêt à s'y rendre. La France et les États-Unis ont par ailleurs réitéré leur promesse d'engagement militaire contre les djihadistes. Jeudi, l'armée française a procédé à de nouvelles frappes aériennes sur l'Irak. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête, mais ne décrochez pas. Sur RTI 1 aura lieu en direct à partir de 21h, donc 20h50 pour être